Salut Internet. Il y a quelques temps, on avait déjà parlé d'imposteurs hyper audacieux dans l'histoire. J'ai décidé de vous en trouver 7 nouveaux complètement fous. Si l'audace était un prénom, ils s'appelleraient tous comme ça. Vous allez voir, c'est parti. Cet homme, c'est Mamoru Samuragochi, un compositeur autodidacte japonais ultra célèbre dans son pays. Il est très connu pour deux choses, ses compositions de musique de jeux vidéo, comme celle de Resident Evil, Onimusha, et sa symphonie numéro 1, intitulée Hiroshima. Elle rend hommage aux victimes des événements de 1945. Et elle est d'autant plus importante parce que Mamoru est originaire de la ville. Elle a été jouée pour la première fois lors du G8 de 2008, qui avait lieu à Hiroshima justement. Son talent hors du commun, associé au fait qu'il soit sourd, messieurs dames, lui a permis d'acquérir le surnom de Beethoven japonais. Un virtuose de la musique dont la vie a été bouleversée le 6 février 2014 à cause de ce monsieur, Takashi Niigaki, un professeur de musique à mi-temps qui convoque les journalistes lors d'une conférence de presse. Il avoue être le véritable compositeur des musiques de Mamoru. Autant vous dire que cet aveu a provoqué un énorme scandale. La supercherie durait depuis 18 ans et ce qui a poussé Niigaki à tout avouer à ce moment-là, c'est un événement assez particulier, les Jeux Olympiques de Sochi. Le 13 février, un patineur japonais s'apprêtait à danser sur la sonate pour violon, censée avoir été composée par Mamoru. D'ailleurs, lors de la présentation de son programme court, on peut remarquer que le nom du compositeur n'est pas crédité, alors que normalement ça l'est. Le fait que cette musique allait être écoutée par le monde entier a poussé Niigaki à révéler non seulement l'imposture, mais aussi le fait que Mamoru, il était pas sourd du tout, le frérot. Ce dernier a d'ailleurs reconnu les faits en envoyant un fax aux journalistes. On est en 2014 quand même. Bon, après, il a quand même tenu une conférence de presse un mois plus tard. Aux dernières nouvelles, il continue de composer de la musique dans son coin avec son chat. Quant à Niigaki, il est devenu professeur invité au Osaka College of Music en 2020 et fait partie du groupe Jenny High depuis 2018. Lors de la cérémonie des Oscars 1973, Marlon Brando rafle l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Parrain. Mais au moment de monter sur scène, pas de Marlon, mais une femme habillée comme une native. C'est l'actrice d'origine Yaqui et Apache, Sachin Littlefeather. Elle avait été chargée par Brando de refuser la statuette et d'utiliser son temps sur scène pour dénoncer le traitement des autochtones par l'industrie du cinéma. Excuse me. Si le discours est plutôt mal reçu, Sachin, elle, gagne définitivement en visibilité et pour longtemps. Elle a ainsi été très sollicitée tout au long de sa vie pour des shootings, des interviews, des documentaires et a surtout été érigée en porte-parole des mouvements de défense des peuples natifs. Et c'est une super chose ça. Vraiment une belle histoire d'activisme qui se solde même par des excuses de l'Académie 50 ans après les Oscars. Sauf que, vous vous en doutez, sinon elle serait pas dans cette vidéo, après sa mort, en 2022, ses sœurs prennent la parole et révèlent que Sachin s'appelle en fait Maria Louise Cruz et qu'elle est d'origine hispano-mexicaine sans aucune ascendance yaqui ou apache. Tout était faux. Elle disait détenir son nom d'un homme navajo qu'il avait baptisé pendant la reprise d'Alcatraz par les communautés autochtones. C'est faux. Une des organisatrices de l'occupation de plus de 18 mois dit ne l'avoir jamais vu. Et puis il y a tout un tas d'autres incohérences, comme le shooting pour Playboy, alors qu'il était plus stigmatisant qu'autre chose pour les natifs. Une journaliste et activiste a révélé que l'actrice avait commencé à revendiquer ses fausses origines dès les années 60, sûrement afin de se démarquer et faire décoller sa carrière. Mission réussie finalement pour Sachin, qui est parvenu à faire de sa vie son plus beau rôle. En 2008, Clark, un des descendants de la célèbre famille Rockefeller, est recherché pour l'enlèvement de sa fille à Boston. À une bonne centaine de kilomètres de là, Edward Savio suit l'affaire de ce fameux Clark qu'il connaît sous un autre nom, Christian Gerhardsreiter. Et il n'est pas le seul à s'être rendu compte qu'il y avait anguille sous roche. La famille de l'ex-femme de Christian, Sandra Boss, avait enquêté pour élucider les mystères qui traînaient autour de son mari dès 2006. Il découvre le poteau rose, aucun Rockefeller de ce nom n'existe. Christian, de son vrai nom, est un imposteur de très haute volée qui a incarné de multiples rôles afin de mener la grande vie. Et ce, dès son arrivée sur le territoire américain en 78. Cet Allemand sera à la fois enfant d'une riche famille allemande, fils de l'actrice Anne Carter, héritier de la dynastie britannique Mountbatten, producteur, professeur et j'en passe. Son imposture s'effondre complètement au moment où il est arrêté après 6 jours de cavale avec sa fille. Ses empreintes digitales matchent avec celles qui lui avaient été prélevées par des services d'immigration dans les années 80 et
Ses anciennes connaissances, comme Savio, son ex-logeur, auraient aussi participé à révéler sa vraie identité aux autorités fédérales. Et si vous pensez qu'il a atteint le fond à ce moment-là, vous mettez le doigt dans l'œil, c'est même le début des grosses embrouilles pour Christian. Ces divulgations ont permis aux autorités de faire le lien entre lui et le cold case de Linda et Jonathan Sohus. En 1985, ce couple avait été porté disparu à San Marino après avoir obtenu un étrange job en Europe via leur locataire de l'époque, un certain Christopher Chichester. Tiens. 9 ans plus tard, en 94, les ossements de Jonathan sont retrouvés alors que le nouveau proprio faisait creuser une piscine. Il n'a pas fallu longtemps pour que Christian Gerhardsreiter soit inculpé pour cette affaire. Il a été condamné à un minimum de 27 ans de prison en 2013. Quant à Linda, elle n'a jamais été retrouvée. Il accuse d'ailleurs cette dernière d'être la vraie meurtrière et aux dernières nouvelles, il prétendait toujours ne pas avoir de souvenirs en Allemagne. On retourne à Boston, mais en 1998 cette fois-ci, au moment où se déroulait le procès opposant d'un côté Misha Levy de Fonseca et sa co-auteure Vera Lee, et de l'autre Jane Daniel, leur éditrice. Les deux écrivaines ont traîné la maison d'édition en justice, en gros pour des histoires de droits, de thunes relatifs au best-seller Survivre avec les loups, qui s'était traduit dans une vingtaine de langues environ. Cette autobiographie est devenue célèbre grâce à l'histoire incroyable de Misha, survivante des rafles pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette Belge, juive de naissance, avait parcouru plusieurs milliers de kilomètres, traversant Belgique, Allemagne et Pologne à la recherche de ses parents déportés en 1941. Et tout ça à l'âge de 7 ans, toute seule. Ah, ça paraît déjà fou, mais attendez, le plus gros arrive, elle aurait fini par être adoptée par des loups. Si ça vous parle, c'est normal, son histoire a même été adaptée au cinéma en 2007. À l'issue du procès, l'éditrice est dans un premier temps condamnée à verser la somme colossale de 22,5 millions d'euros à Misha et 9,9 à Vera Lee. Mais Jane Daniel ne déclare pas forfait trop vite, elle fait appel et entreprend des recherches sur cette étrange histoire. Des experts se penchent aussi sur la question et pointent du doigt des petites incohérences dans le discours, comme le fait que les déportations des Juifs depuis la Belgique n'ont commencé qu'en 42, alors que Misha mentionne 41. Vous me direz, bon, une erreur de date, ça peut arriver, si seulement. On découvre que le nom de naissance de Misha est Monique Deval, un nom qu'elle disait avoir obtenu pendant la guerre pour dissimuler son identité. On découvre qu'elle n'est pas juive, qu'elle est née en 37 et qu'elle n'avait donc que 4 ans en 1941, et surtout qu'elle a juste jamais entrepris aucun périple de la sorte. On a d'ailleurs retrouvé des documents prouvant qu'elle était scolarisée en 1943 à Bruxelles. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de loups à Bruxelles quand même. Par contre, ses parents ont bien été déportés, mais pas pour leur religion, pour résistance. Monique a avoué avoir menti et qu'elle s'était créée sa propre réalité afin de survivre à cette histoire difficile. Quoi qu'il en soit, elle a été sommée de rendre l'argent. Il y a un docu sur Netflix si vous avez envie de fouiller un petit peu plus. L'histoire de Michal Golienewski est assez peu connue et pourtant, cet homme a joué un rôle très important et déterminant durant la guerre froide. Après avoir été lieutenant-colonel pour l'armée, Michal est devenu un agent des services du renseignement polonais. Mais, au même moment, il travaillait aussi pour le KGB. Michal a dû se dire que c'était pas assez, donc en 1958, hop, il se fait employer par les États-Unis et est devenu, de fait, un agent triple. Il a fourni des milliers d'informations qui auraient permis de démasquer plus de 1600 espions soviétiques infiltrés dans différentes institutions et gouvernements de pays occidentaux. Il a par exemple permis à la CIA d'aider le MI5 en fournissant des documents attestant d'une taupe au sein du MI6. C'est pourquoi les deux agences ont loué la contribution sans précédent que Michal a apportée au renseignement ainsi que la valeur inestimable de son travail. Un jour de 1973, une note interne circule au sein de la CIA qui déclare que Michal est un vrai cinglé, absolument cinglé. Alors pourquoi ce changement soudain ? C'est difficile à dire. On connaît évidemment pas les raisons précises qui ont mené à la rédaction de cette note, mais un événement très particulier de la vie de Michal peut aider à comprendre comment il est passé d'un mec hyper respecté à un gars dont il faut surveiller les agissements. Michal explique qu'il est le tsarevitch Alexei Romanov, fils du dernier tsar de Russie. Lui et sa famille ont tous miraculeusement survécu. Il se serait enfui avec ses parents et l'une de ses sœurs. Déguisés en réfugiés, ils ont traversé la Turquie, la Grèce et l'Autriche pour rejoindre Varsovie. Alors oui, si ça paraît un peu décousu, c'est parce que Michal ne va pas très bien. Le journaliste d'investigation Tim Tate a énormément travaillé sur sa vie et il s'interroge notamment sur la responsabilité de la CIA dans la dégradation de sa santé mentale. Michal a dû jouer plusieurs rôles et prendre différentes identités tout au long de sa vie et c'est finalement avec celle d'Alexei Romanov qu'il la finira.
Je vous présente pas Stanley Kubrick, réalisateur américain mythique connu pour ses films iconiques. On est dans les années 90, une période qui correspond aux dernières années de sa vie. Il s'est retiré de la vie publique en s'exilant dans son manoir du Hertfordshire, en Angleterre. Et c'est à ce moment-là qu'Alan Conway commence à se faire passer pour lui et à profiter de la crédulité de plusieurs personnes. Il a promis des rôles, des carrières, il a organisé des interviews, il s'est fait payer des dîners. Il est impossible d'estimer le nombre d'escroqueries d'Alan. Il prétendait donner son numéro personnel qui s'avérait être en fait celui des studios de Warner Bros. Les gens arnaqués appelaient donc le studio en réclamant l'interview que Kubrick leur avait promis ou leur demandait le remboursement de l'argent avancé pendant les soirées. Les studios et Stanley Kubrick étaient au courant de l'existence de l'imposteur, mais personne ne parvenait à mettre la main dessus. C'est à ce moment-là qu'entre en scène le chanteur Joe Longthorne. Lui, il a bien compris qu'il fait partie des nombreuses victimes du faux Kubrick, mais il a un gros avantage, il est toujours en contact avec Alan. Il a donc décidé de lui tendre un piège. Avec l'aide de complices, il a potassé à fond la biographie du réalisateur et a invité Alan à dîner dans le but de le confondre. Le stratagème a fonctionné, car Alan a tellement été déstabilisé qu'il a commis une erreur. En écourtant son repas au plus vite, il a payé avec sa carte de crédit. Du coup, son identité a été découverte. Il n'y a eu aucune plainte contre lui, il a simplement dû soigner sa mythomanie. Barry Bremen est un vendeur d'assurance du Michigan qui possède 3 particularités. Il croit en ses rêves, il aime bien qu'on le remarque et il adore le sport. Vraiment, il adore tous les sports. Déjà, Barry, c'est un grand fan de basket. Donc, lors du All-Star Game de 79, il a mis un maillot des Kings de Kansas City et hop, il s'est rendu sur le terrain. Bon, il s'est fait choper par le joueur Otis Birdsong, mais ça l'a pas découragé. Regardez, c'est lui en 81 qui refait la même chose. Bon, Barry, il est aussi passionné de baseball. Alors en 79, il a enfilé la tenue des Yankees de New York et a tenté de se faire prendre en photo avec des joueurs à plusieurs reprises. En vain. Pas démotivé, il se fait passer pour un arbitre en 80 et revient au classique en 86 sous les couleurs des Mets de New York. Barry, il est pas que fan de basket ou de baseball, il adore aussi le football. En décembre 79, il décide d'apporter son soutien aux Dallas Cowboys. L'ambition est grande et implique une grosse préparation. Il perd une dizaine de kilos, se rase les jambes, se fabrique un costume sur mesure et révise ses pas de danse. Car oui, Barry a pour projet de devenir une cheerleader. Le jour du match, il intègre le terrain et a à peine le temps de crier Go Dallas avant de se faire intercepter. C'est quand même beaucoup de boulot pour pas grand chose. Mais bon, ça le décourage pas. En 81, il se fait passer pour un arbitre lors du Super Bowl 15 et arrive en mascotte de San Diego l'année d'après lors du Super Bowl 16. Je vous l'ai pas dit, Barry aime bien le golf aussi. En 79, 80 et 85, il se rend à l'US Open et participe au tour d'échauffement en compagnie de plusieurs joueurs. Lors de l'édition 85, il se fait rapidement démasquer, mais personne ne dit rien et on le laisse jouer. En résumé, Barry est surtout fan d'attention sur lui. Donc quoi de mieux que de taper l'incruste à la cérémonie des Emmy Awards? Ce mec ne s'arrête jamais. Alors que l'actrice Betty Thomas est annoncée comme la gagnante dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, Barry est sur scène pour accepter le prix à sa place. Apparemment, il avait parié sur l'absence de l'artiste, mais manque de peau, elle était bien là. Il fallait bien tout ça pour que Barry soit surnommé The Great Imposter. Il a finalement obtenu ce qu'il voulait, la célébrité et la réalisation de ses rêves. Il est décédé en 2011, mais il lègue à l'humanité son histoire incroyable et pas moins d'une trentaine d'enfants. Ouais, parce que Barry aimait bien donner de sa personne aussi, visiblement. Heureusement qu'on est arrivé au dernier, parce que je sais pas quelle histoire aurait pu passer après celle de Barry, que je trouve vraiment la plus dingue. Après, vous avez peut-être préféré un autre fait, dites-moi ça en commentaire. Si vraiment vous en avez pas eu assez, n'oubliez pas la vidéo de il y a 2 ans et demi là. Vous en aurez 7 autres en plus. Salut Internet!